Le contenu de ce podcast, incluant vidéos, extraits, discussions, est offert uniquement à des fins informatives et éducatives. Il ne constitue en aucun cas un avis médical, un diagnostic, une recommandation de traitement, ni ne remplace une consultation médicale. Aucune relation patient-médecin n'est créée par l'écoute ou le visionnement de ce contenu. Chaque situation est unique et c'est pourquoi une évaluation clinique en personne par un professionnel est nécessaire pour toute décision concernant votre santé. Pour toute question médicale, consultez votre professionnel de la santé et pour toute urgence, appelez le 911 ou consultez l'urgence le plus près de chez vous. Saint-Valentin esthétique et les vraies affaires. Alors, à l'approche de la Saint-Valentin, comme à chaque année, on a toujours la même chose à la clinique, les rendez-vous dernière minute. Mais c'est super important de prendre en considération le timing avant vos rendez-vous. Ceci dit, aujourd'hui, avec Noémie et Marie-Ève, on va démystifier les croyances populaires et surtout partager des informations médicales qui sont importantes pour nos patientes avant de prendre un rendez-vous pour la Saint-Valentin. Alors, mesdames, bonjour! Salut! Donc, injection et Saint-Valentin, vrai ou faux? Les lèvres. Pour être à mon meilleur le 14 février, est-ce que je peux venir faire mes lèvres le 12 février? Vrai ou faux? Faux! Alors, effectivement, c'est faux. C'est un mythe. C'est super important de garder en tête là, la règle des 2 semaines. Donc, idéalement, là, si vous voulez être belle pour la Saint-Valentin, venez 2 semaines avant. Donc, maintenant. Okay. Maintenant. Exact. Et pourquoi? Parce que sinon, là, vous allez vous retrouver, si vous le faites 2 jours là, avant, vous allez avoir possiblement de l'enflure, des bleus, ça ne sera pas beau, ça ne sera pas joli. Et voilà. Fait que pour vous éviter tout ça, puis que vos lèvres soient super, tout soit beau, là, venez d'avance. Super important. Alors, prochaine question. Le fameux Kiss Test. Ouh! Alors, les filles, est-ce que mon partenaire va sentir quelque chose dans mes lèvres de différent des boules si je fais mes injections? Pas vraiment. Non. Ah ça. ouais, c'est 50-50. Ben, en fait, on va supposer. Au début, mais après ça, non. Oui, exact. Alors, pour répondre à la question, c'est 50. Ça dépend de la technique, si elle est bien faite, et du temps de guérison. C'est sûr, si c'est au début, il peut en avoir, c'est normal, mais une fois bien guéri, il ne devrait pas en avoir si c'est bien fait. Ouais, exact. C'est vrai. Good. Alors, l'alcool après les injections, vrai ou faux? Boire un verre après son rendez-vous, est-ce que ça augmente les risques de bleu? Oui, vrai. J'ai de la misère avec le noir du rouge. C'est vrai, certain. Vrai. Alors, si vous voulez éviter d'avoir des grosses babines bleutées pour la Saint-Valentin, encore une fois, c'est super important d'éviter l'alcool avant, surtout, mais aussi après. Parce qu'avant, ça va liquéfier le sang et augmenter les risques de bleu. Mais après, ça va retarder la guérison, donc ça va être beaucoup plus long à guérir. Donc, mesdames, vous aviez raison. Prochaine question. Donc, est-ce qu'on peut aller s'entraîner ou aller au spa tout de suite après le Botox? Why? Qu'est-ce qui va arriver? Bien là, les risques de ptose, ça dépend où est-ce qu'on est injecté, mais le risque de déplacement du produit, first. Et deuxième chose, on augmente notre système, donc veut pas, on peut éliminer plus vite. Donc voilà les 2 raisons principales. Exactement. L'infection également qui est augmentée. Exactement. Donc, super important là, d'éviter le spa, le sauna, sport après vos injections de Botox parce que si vous ne voulez pas avoir des sourcils tout croche ou d'autres surprises pour la Saint-Valentin, Il faut attendre 48 heures! Exactement! J'adore! Wouhou! Donc, prochaine question. Est-ce que le Botox peut aider pour mes mains moites ou ma transpiration excessive sur les bras? Ouais. Yeah! Noémie, veux-tu m'en parler un petit peu? Est-ce que c'est efficace? Oui, c'est super efficace en fait pour l'hyperhidrose. Donc, on injecte du Botox au niveau des aisselles, puis on va venir un peu bloquer le passage là, de la sudation excessive. Donc, ça permet vraiment de réduire l'hyperhidrose là, qui veut dire sudation excessive. Good! Fait que mesdames, messieurs, si vous avez des cerceaux en dessous des bras, là, puis vous êtes tannés, puis vous pouvez pas porter des chandails blancs ou vous transpirez les mains, et j'ai oublié même les pieds. Exact.
Surtout. Mais surtout les cerceaux, là, si vous voulez, pour la Saint-Valentin, mettre un beau chandail blanc, là, puis vous êtes gênés, là, ben, venez nous voir avant. Les filles et moi vont vous faire des traitements du Botox pour enlever cet effet-là et ça marche super bien. Alors, prochaine question. Est-ce qu'on peut prendre l'avion tout de suite après les injections de fillers ou de Botox? Est-ce que ça peut... Ouais! On peut pas! Pourquoi? Parce qu'en fait, si on va immédiatement, idéalement, c'est bien un minimum de 48-72 heures, un petit peu plus si on est capable. Pourquoi? Parce que les changements de pression atmosphérique vont créer non seulement des déplacements, mais attirer beaucoup d'eau. Donc, enflure. Exactement. Ouais. Donc, ça peut aussi nuire aux résultats. Donc, c'est pas recommandé. Minimum 48-72 heures. Puis, si vous êtes capable un peu plus, ça serait encore mieux. Donc, voilà. Maintenant, si je vous dis, j'ai une date à la Saint-Valentin, mon Botox c'est la veille, pensez-vous que je peux aller me faire masser le visage au spa demain? Oups. Non, on peut pas. Si je fais du Botox, là, qu'est-ce qui va arriver? Ben, définitivement, ça va déplacer le Botox. Et Pendant voilà. 48 heures, on ne touche pas à notre visage. Donc, si on va se faire masser le visage, on va se ramasser avec le visage tout croche. Et c'est pas ça qu'on veut. On veut rester belle. Oui. Donc, certainement pas, Pas les une bonne idée. 48 premières heures. Good! Maintenant, prochaine question, vrai ou faux? Est-ce qu'un lip flip donne les mêmes résultats que lip fillers? Oh! Marie-Ève! Pourquoi? C'est quoi la différence? En fait, un lip filler va donner du volume, on peut égaliser des lèvres, on peut les travailler. Versus un lip flip, on va mettre des petits neuromodulateurs, donc du Botox, au niveau de la lèvre supérieure, un peu la lèvre inférieure aussi, pour essayer juste de retrousser un peu la lèvre. Donc, c'est vraiment différent comme résultat. Puis même avec un lip filler, on peut souvent arriver à flipper la lèvre. Donc, voilà. Excellente réponse. C'est exact. Alors, prochaine question. Est-ce que je peux prendre de l'Advil ou l'aspirine avant mes injections? Est-ce que ça va m'aider pour la douleur? Oh! Ben, en fait, c'est que c'est pas nécessairement la meilleure molécule pour la douleur. D'ailleurs, pourquoi? Parce que ça va augmenter les risques de bleu, donc voilà, et d'enflure. Idéalement, si vous voulez éviter la douleur, peut-être prendre un Tylenol, mieux, et aucun risque d'enflure et d'échymose. Parce que souvent, les gens ne savent pas que les anti-inflammatoires, souvent, ça vasodilate donc les vaisseaux. Donc, on est vraiment plus à risque d'échymose avec les anti-inflammatoires. Exact. Voilà. Voulais-tu ajouter quelque chose? C'est exactement parfait. Alors, prochaine question. Est-ce que les injections aux lèvres sont beaucoup plus douloureuses durant mon cycle menstruel? Yeah! Effectivement. Donc, c'est vraiment une réalité hormonale. C'est quelque chose qu'on voit sur le terrain quand on a nos règles ou qu'on est sur le bord de les avoir. Notre seuil de douleur est pas le même et ça peut faire très mal. Donc, pensez-y, mesdames, planifiez votre rendez-vous peut-être idéalement pas dans la période. Si vous avez le choix entre Saint-Valentin puis les règles, bon, allez-y avec la Saint-Valentin, mais Les règles, ça dépend. ça dépend. Ça dépend. Tu veux plus avoir mal, mais ça. être prête pour la Saint-Valentin. Mais tu peux prendre du Tylenol avant, c'est safe. Voilà. Alors, cela conclut le segment pour la Saint-Valentin. Voilà! Prochain segment. Alors, êtes-vous prêts, mesdames? Oui. Avez-vous bien hâte de savoir la suite? Mais je pense Maintenant, Oui, alors, les nouveaux joueurs dans le monde esthétique. Alors, on voit présentement un gros changement au Québec et depuis peu, là, l'Ordre des dentistes a élargi le champ de pratique là, des dentistes et leur permettant de pratiquer des injections. Donc, à la base, c'est surtout pour des problèmes au niveau des dents, de la mâchoire, bruxisme, ATM, mais maintenant, leur champ leur permet justement de traiter au-delà de ça et même de faire des agents de complément. Donc, à la clinique, ça nous amène à nous poser une question. Donc, est-ce que c'est vraiment équivalent? Est-ce que c'est une bonne option pour les patients d'aller faire des injections au visage, que ce soit les dents, le botox dans le front, les lèvres, chez un dentiste versus un médecin? Alors, c'est ce que nous allons discuter avec les filles aujourd'hui. Donc, question numéro 1. L'art du visage. Donc, on dit souvent que l'esthétique, c'est un mélange d'art et de science. Donc, la science, c'est vraiment d'apprendre à injecter et les bonnes bases. Mais l'art, c'est aussi de savoir, donc, d'avoir un œil artistique, mais aussi de comprendre les phénomènes du vieillissement,
du visage, l'équilibre, les symétries. Donc, la question qu'on peut se poser, là, c'est est-ce qu'on peut s'attendre à un professionnel qui exerce ou qui est spécialisé pour les dents peut avoir les mêmes compétences qu'un professionnel, un infirmière ou un médecin qui exerce uniquement dans ce domaine, jour après jour? Donc, est-ce que vous, là, vous pensez que c'est similaire? Est-ce qu'on peut s'attendre à ça? Moi, on s'entend, les dentistes sont spécialisés dans les dents, ils sont excellents, on va les voir eux pour si on a des problèmes de dents. Donc, si on veut faire de l'esthétique, on irait voir bien sûr un professionnel qui est spécialisé en esthétique, qui fait juste ça. Donc, je me vois mal aller au dentiste puis faire « Bonjour, je m'en viens faire du Botox ». Je veux dire, si c'est pour traiter mon bruxisme, ça fait du sens. C'est ça. Mais pour le reste du visage... Faire mon nez, faire mes lèvres... J'irais plus avec quelqu'un qui est spécialisé en ça, qui fait qu'approfondir chaque jour ses connaissances dans l'esthétique. On s'entend qu'un visage, on voit le visage dans son entièreté. Donc, la personne n'a pas nécessairement juste besoin du Botox. Elle peut avoir besoin d'autres produits ou d'autres traitements qui ne sont pas offerts nécessairement aux dentistes. Donc, certainement que j'irai dans une clinique de médico-esthétique pour mes injections. Donc, c'est une chose, souvent, l'élément qui est soulevé par les dentistes, c'est qu'ils connaissent excessivement bien leur anatomie. Donc, oui, mais je veux dire, c'est une anatomie relative à l'aspect les dents et compagnie. Donc, mais quand on regarde un visage, il n'y a pas juste les dents, il y a l'aspect comme global, bref, il y a plein d'éléments qu'on doit garder en tête. Donc, est-ce que tu voulais rajouter quelque chose à ça, Marie-Ève, ou tu es tout en fait, je suis plutôt d'accord avec Noémie quand même. Mais pour vrai, je trouve aussi qu'on est beaucoup de professionnels, à exercer des injections. Fait que ça fait juste ajouter à ça encore plus. Fait que je la comprends juste pas. On va y revenir pour les autres professionnels dans pas long. Alors, l'autre question super importante, là. Donc, par exemple, OK, quand tout va bien, mais quand tout va mal, tout va mal. Et quand on est face à une complication, là, par exemple, la plus redoutée en esthétique, c'est la complication oculaire. Donc, qui va gérer ça? Vers qui se tourner ça? Est-ce que le cabinet dentaire est vraiment a les compétences pour faire face à des complications qui sont inhérentes aux procédures, sont faibles, sont rares, mais qui peuvent quand même malgré tout survenir? Est-ce qu'ils ont les compétences, l'expérience et tout ce qui est nécessaire pour gérer ces complications? Est-ce que ça dépasse leur champ de pratique? Parce qu'il faut savoir que quand on fait un acte médical comme des injections, il faut savoir l'avant des traitements, pendant les traitements, puis les complications et les effets secondaires qui peuvent survenir. Il faut être capable globalement de gérer la situation. De gérer, ou d'avoir, par exemple, dans un milieu où on peut gérer. Par exemple, si c'est avec des infirmières, il y a un médecin sur place et une évaluation qui est préalablement faite. Donc, si, par exemple, il y a une perte oculaire, est-ce que le dentiste va être capable de gérer ça ou autres complications? Est-ce que c'est ça qu'il faut se poser comme question? Donc, vous, là, est-ce qu'il y en a une de vous deux? Qu'est-ce que vous pensez de ça, là? Par rapport là, aux complications qui peuvent survenir? Est-ce qu'on est en train de banaliser un acte médical là, qui est en le rendant un peu trop accessible à tout le monde sans vraiment avoir une bonne structure pour encadrer le tout? Oui, bien, pour vrai, là, je me dis, justement, c'est avec l'expérience que le médecin, le bagage de pouvoir gérer une situation d'urgence, il l'a à la base. Nous, admettons, infirmières auxiliaires, infirmières, c'est avec l'expérience qu'on acquiert le bagage de gérer une situation d'urgence. Mais là, le médecin, c'est le dentiste. Donc, lui, il n'a même pas le bagage au préalable pour gérer ce genre de situation-là, à moins d'avoir acquis de l'expérience. Mais on s'entend que tous les dentistes, c'est nouveau dans leur champ de pratique. C'est aussi, ça dépasse un petit peu le cadre des dents. Là. Bien, c'est exactement. Donc, ils sont pas aptes à gérer ça, là. En tout cas, pas dès le début. Comme exemple, le parallèle, c'est quand un patient vient me voir pour une problématique dentaire. Ce qu'on couvre en médecine, c'est extrêmement limité et très petit. Donc, souvent, ça dépasse un petit peu mes compétences et j'ai tendance à référer facilement en dentiste parce que je ne me vois pas commencer à gérer des choses pendant que le dentiste, lui, a fait 4 ans d'études, plus toutes les années d'expérience. Non, je vais le référer. Fait que c'est un petit peu comme ça, je le vois pour les injections, c'est un petit peu délicat, mais bref. Merci pour ta belle réponse. Alors, prochaine question. La confiance des patients. Il y a vraiment cette idée que les dentistes ont déjà plein de patients sur les chaises et qui ont déjà une belle clientèle. Donc, bâtir une clientèle en esthétique, ça va être très facile. Mais soyons honnêtes, les filles. Aujourd'hui, les patientes en esthétique sont très informées, très exigeantes et s'attendent surtout à des beaux résultats.
Alors, est-ce que vous pensez là, que le fait que les patients feront confiance à leur dentiste pour les dents vont automatiquement faire confiance pour le visage? Moi, je pense définitivement non. Parce qu'on s'entend, on voit le dentiste justement pour nos dents. Ils ont fait des études pour justement les dents et tous les problèmes. Il y en a là, des choses à savoir. Ils ont fait 4 ans d'études pour les dents, mais sont spécialisés là-dedans. Donc, ils ne sont pas spécialisés en esthétique. Donc, c'est la même chose si j'ai un problème de plomberie puis je demande à mon électricien, on n'a pas la même spécialité. Ou tu viens de faire couper les cheveux par le médecin. Les cheveux par moi, ça sera pas beau. Pas sûr que ça va être le même résultat que chez la coiffeuse. Je vais être capable de découper. Mais pas sûr que ça va être droite. Exact. Fait que je pense que tout le monde, on a toute notre spécialité, on a tout notre champ de pratique. Les infirmières qui sont injectrices, les médecins qui sont injecteurs aussi, on s'est spécialisé là-dedans. Donc, je pense que c'est important de garder ça comme ça, d'aller voir notre dentiste pour nos dents, mais d'aller voir un professionnel qui est outillé à 100% pour donner des résultats naturels aux patients et que ça soit sécuritaire aussi. Parfait. Puis moi, là, je trouve que, je sais pas si c'est moi, là, dans ma tête, mais on dirait que ça fit pas. Genre, il nous joue dans la bouche, c'est plein de bactéries. Je me dis, comment ça peut être une place qui est vraiment très propre? Oui, c'est propre parce qu'on change de client et tout, mais je sais pas. Il y a quelque chose, la bouche, c'est l'endroit la plus sale du corps. Puis encore une fois, je trouve que les botox pour, par exemple, le bruxisme, tout ce qui est comme relatif aux problématiques dentaires, ça fait du sens. Ça a beaucoup de sens, ça aurait dû être en place depuis longtemps. Mais ce qui me rend un petit peu inconfortable, c'est le fait que botox dans le front, des injections dans les lèvres. T'sais, oui, les lèvres, c'est proche des dents, mais on s'entend, c'est pas... Ou par exemple, des injections c'est plus cet aspect-là qui me rend un peu inconfortable, au même titre que j'irais pas voir bref, vous comprenez. C'est ça qui me rend un petit peu inconfortable. Mais tout ce qui est relatif aux dents, ça fait extrêmement du sens. Mais le reste, ça me rend un peu inconfortable. Parce que je me dis, bon, on est vraiment en train de banaliser un acte. C'est quoi? Dans pas long, les chiro vont pouvoir faire des injections. Les vétérinaires vont pouvoir faire des fillers. Donc, bref, j'ai du mal à comprendre. Mais bref, pour l'instant, voici nos opinions. Alors, segment numéro 3. Alors, pratique illégale et la sécurité du public. Donc, on a passé les épisodes, les segments à démystifier les fausses croyances, vous donner des bons conseils et surtout avant la Saint-Valentin. Donc, mesdames, bouquez très bientôt si vous voulez être belle à Saint-Valentin. Alors, c'est important de rappeler que oui, l'esthétique, c'est omniprésent sur les réseaux, mais ça reste un acte médical et malheureusement, on voit de plus en plus de dérives, des choses un petit peu douteuses et plusieurs dépassent même les limites. Donc, d'ailleurs, il y a un dossier au Québec là, qui a fait les manchettes. Une infirmière auxiliaire là, qui a eu des pratiques un petit peu douteuses et qui a plaidé devant son ordre professionnel. Donc, c'est justement ça qu'on va aborder. Et pour commencer, on va d'abord commencer avec le médecin fantôme. Donc, dans l'article en question, là, ou l'enquête, il y a eu un contexte qui a été soulevé. La personne prétendait avoir un médecin, un directeur médical, mais le directeur en question n'était plus présent depuis quelques temps. D'ailleurs, c'est important de savoir qu'au Québec, comment c'est structuré, c'est qu'on a un médecin, un directeur médical qui s'occupe de faire des ordonnances. Donc, avant tout traitement, il faut être évalué par le médecin et qui décide si vous êtes ou non un bon candidat, fait la prescription. Et après, l'infirmière peut vous traiter. Et c'est super important aussi d'avoir un médecin sur place ou à 15 minutes de distance de chrono en cas de complications pour que vous soyez bien prise en charge. Donc, c'est le médecin. L'infirmière, si en cas de complications, elle le voit, elle doit le rapporter au médecin et le médecin doit intervenir rapidement. Donc, c'est pas mal la structure obligatoire au Québec et voilà. Donc, par rapport à ce dossier-là, le médecin, il n'y avait pas de médecin. Donc, l'infirmière en question commandait des produits, des agents de comblement et tout, qui sont des médicaments. En utilisant faussement le permis du médecin pour s'en commander, faisait des injections sans avoir aucun directeur médical associé. Et donc, c'est extrêmement dangereux. Donc, les filles, qu'est-ce que vous pensez du fait, justement, qu'elle n'avait pas de médecin et voilà, que le médecin était fantôme? Bien, on s'entend que c'est super dangereux d'avoir des pratiques sans un médecin directeur, donc que ça soit un médecin qui fait partie de la clinique, comme ton docteur Pelletier, ou un médecin directeur qui chapeaute une clinique.
On s'entend qu'on a tout notre titre professionnel, on sait tout quoi faire, on a tout notre champ de pratique, donc ça reste qu'avoir un directeur médical, ça assure la sécurité de la clinique, donc c'est important d'en avoir un. Oui! Voilà. Prochain élément, la confusion des titres. Donc, dans l'enquête, l'infirmière a utilisé un titre d'infirmière alors qu'elle était infirmière auxiliaire. Donc, pour ceux et celles qui se posent la question, il y a une différence. Et quand on est que ce soit un médecin, une infirmière, il faut spécifier quel type, par exemple, de médecin. Je ne peux pas juste dire médecin injecteur. Je dois dire médecin généraliste, injecteur. Médecin, chirurgien, injecteur. De même pour les infirmières, si on est auxiliaire. Fait qu'infirmière auxiliaire, il faut le mentionner qu'on est auxiliaire. Et si on est infirmière clinicienne, il faut le mentionner également. Donc, super important, là, ça peut paraître banal, mais ça change au niveau légal. Donc, c'est important. Et cette infirmière-ci, elle mentionnait uniquement infirmière, sans spécifier le auxiliaire. Ce qui laissait sous-entendre qu'elle était infirmière auxiliaire alors qu'elle n'était clinicienne alors qu'elle ne l'était pas. Donc, et ce que ça change, pas juste légal, mais les champs de pratique. Donc, c'est-à-dire qu'on a tout un rôle, un titre, puis on est tout encadré là, par des règles très spécifiques. Donc, voilà. Pour vous, chers patients, patientes, peut-être que vous ne voyez pas tant la différence, mais il y en a une petite ou une grosse, dépendamment du titre qu'on a. Donc, voilà. Alors, c'est pas mal l'élément qui avait été soulevé durant l'enquête. Et ce qui nous amène à un autre élément très important, c'est le suivi en cas de complications là, à une responsabilité qui était oubliée. Donc, dans l'enquête, justement, l'infirmière auxiliaire en question, comme elle n'avait pas de médecin, en cas il y a eu une complication, elle aurait dû le rapporter à son médecin pour que ce dernier intervienne. Donc, elle voit des changements ou des effets et elle doit notifier le médecin pour que ce dernier puisse prendre en charge la complication, intervenir, chose qu'elle n'a pas faite parce qu'elle n'avait pas de directeur. Et malheureusement, la patiente a écopé d'une complication majeure. On ne connaît pas toutes les informations relatives à comment ça s'est déroulé, l'intensité, mais on le sait, là, selon tout ce qui est public, que ça a été mal géré. Par rapport à ça, qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? Bien, comme tu as dit, on l'a vu dans les médias. Donc, ça a été médiatisé amplement l'été passé. Donc, j'ai lu tout ce qui se rapportait à cet événement-là. Et vraiment, il y a eu une grosse complication, là, quand même. Il y a eu une nécrose, donc une mort des tissus. Fait qu'on s'entend que c'est dans notre visage en plus. Fait que de ne pas avoir de médecin, non seulement ça reliait pas justement son titre dans le sens que elle pouvait pas évaluer et tout, donc en partant, elle dépassait son champ d'expertise. Mais non seulement ça, c'est qu'elle n'a pas su faire face à la complication parce qu'elle n'avait pas de médecin à qui se rapporter comme elle devait le faire. Donc, en plus de ne pas avoir de médecin, bien, elle n'a même pas su quoi faire. Donc, c'est notre visage, c'est dangereux, là. Je veux dire, mort des tissus, qui veut avoir une mort des tissus dans sa face? Exactement. Donc, d'où l'importance de connaître son rôle et d'avoir un médecin directeur dans la clinique. Voilà. Comme patient, le fait de devoir regarder les titres, regarder est-ce que juste s'assurer que tout est adéquat. OK? C'est pour vous, c'est pour votre sécurité. Alors, voilà. Et finalement, l'éducation au marketing. Donc, alors, Noémie, Marie-Ève, on voit passer beaucoup de contenus médicaux et esthétiques sur les réseaux sociaux. Et est-ce qu'on banalise l'acte médical à force de le rendre beau, rapide et Instagrammable? Donc, est-ce qu'on est rendu à un point où le patient doit devenir son propre enquêteur, aller vérifier les permis des injecteurs sur l'ordre avant de prendre un rendez-vous? Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? Bien, effectivement, je trouve quand même que le fait qu'on le voit aussi facilement sur les réseaux sociaux, ça le normalise. Oui, ça le normalise, mais ça laisse la place à, on dirait, n'importe qui pour être injecteur. Mais on s'entend que pour être injecteur, on doit être infirmière clinicienne, médecin, infirmière auxiliaire. Bon, là maintenant, on a parlé des dentistes. Mais on doit avoir une profession. Et on en voit passer sur les réseaux, malheureusement, qui n'ont pas de titre, qui n'ont aucun titre, que ce soit infirmier, médecin, etc. Ils n'ont pas de titre et ils injectent quand même. Donc, c'est sûr que je pense que devoir de patient, quand même,
de savoir un peu c'est qui notre injecteur, est-ce que oui, la personne elle a bien fait un baccalauréat, elle a bien fait une spécialité, une formation, elle a bien fait une formation en médico-esthétique. Pas comptable. Non, c'est ça. Donc, puis aussi on peut voir, tu sais, dans les bureaux, des fois nos diplômes sont affichés. D'ailleurs, le mien n'est pas encore dans mon bureau, mais je suis bien infirmière bachelière. Donc, Pas une obligation obligatoire, mais Ça donne un bon indice. si dans le doute, vous voulez savoir si vous êtes fait un vrai professionnel, vous pouvez toujours aller regarder le numéro sur l'ordre des infirmières ou avec son nom. avec son nom pour Exact. son permis. Donc, voilà. Et donc, ça conclut notre épisode spécial pour la Saint-Valentin et toute la réalité là, au Québec, là, que ce soit la sécurité des patients, les réseaux sociaux, et on a même démystifié les mythes. Donc, c'est super important là, de se rappeler d'une chose, c'est votre visage. Alors, faites vos devoirs, puis c'est vraiment pas une bonne chose de cheaper ou de tourner les coins ronds, d'aller faire ça dans un sous-sol parce que vous allez payer moins cher. C'est peut-être même pas une bonne idée. Alors, informez-vous, choisissez l'expertise et... encore une fois, ne compromettez pas votre sécurité. Alors, sur ça, je vous souhaite une belle journée et à bientôt! Tu dis pas Botox, quelque chose? Ouais. Botox, yeah, yeah, yeah! Real talk, real result. Let's Botox about it. On se voit à la clinique! Merci d'avoir écouté et en espérant que vous avez aimé. Sur ce, si vous voulez voir d'autres vidéos, abonnez-vous et suivez-nous sur nos réseaux. Et sur ce, je vous dis à bientôt!